Les podcasts de la 47e édition de Cinéma du réel, dans l'atelier de Ghassan Salhab. Discussion entre Ghassan Salhab et Diana Allan, suite à la projection du film de Diana Allan, Partition. Peut-être je vais commencer avec une première question pour lancer la conversation et peut-être qu'on pourrait partir de la nature de cette archive, de ces images d'avant la partition, mais qui sont aussi des images qui appartiennent à l'Empire britannique, et donc tous les enjeux et toutes les difficultés spécifiques que posait cette archive et la façon dont vous les avez approchées, choisies, montées aussi. I came across this archive. And I know it's right in my eyes. So it's kind of annoying. So I came across these materials. I was looking online, and they're from the Imperial War Museum. And they'd recently redigitized their collection, and so I was searching online, and it was kind of a revelation when I came across this material. I've worked for many years. I'm an anthropologist by training. I've worked for many years recording histories, testimonies with first-generation refugees about their experiences of expulsion in 1948, and also life in their villages and towns before 1948, which forms part of a collection called the Nakba Archive. And so I've listened to hundreds of hours of interviews about life in Palestine, and seeing these images was sort of a revelation, because I think when you see archival images from Palestine from before the creation of the State of Israel, you often, you see these little moments that are dropped into documentaries that are, you see, General Allenby entering Jerusalem. It's the same material that you see over and over again, but you don't see these kinds of scenes in marketplaces and, this kind of everyday life, which was to me just, amazing. And I don't know if I should stop or because I feel like it's unfair on you. Train of thought, just keep writing it. Okay, all right. Tell me if you want me to stop though, because I will. So anyway, I saw this material, and I contacted the archivist, and I'd made a list of all the materials I wanted to use, and they told me that it was going to cost me £35,000 to use this material, and I didn't want to be paying a British government institution this vast amount of money to make a film about their dispossession of Palestinians. And so I thought, okay, I have to figure out another way of getting this, and which was then the constraint that precipitated this turn to rephotography. So we reshot everything that you saw from a computer screen back into 16 millimeter film. So this was the sort of constraint, the difficulty, initially, that then became the gift in a way, because it was a very long process. I had to learn how to do optical printing and reshooting, and a lot of the material I also hand processed. So it was a very different kind of archival film, in that it's not that you download it and then you drop it into a timeline, but it really sort of passed through my hands and became a very different kind of process. Maybe I'll stop there for a moment to let you catch up, and then I'll finish. Oui, alors c'est vrai que j'ai donc découvert les images que vous avez vues sur Internet. C'est dans la collection donc en ligne du Musée impérial de la guerre, et pour moi ça a été un vrai choc de découvrir ces images, parce que donc je viens d'une formation d'anthropologue, ça c'est mon parcours académique, et je me suis spécialisé donc dans le recueil de témoignages en fait de réfugiés de la première génération en 1948. Je me suis beaucoup intéressé à quel avait été leur quotidien avant justement 1948, et j'ai créé donc les archives de la Nakba, dans lequel vous pouvez aller voir, il y a des centaines d'heures d'entretien sur ce qu'avait été leur quotidien donc en Palestine. Et donc de voir ces images-là, ça a été une vraie révélation en fait de ce qu'avait pu être la vie là-bas avant 48, avant la création d'Israël.
Et parce que souvent, quand on regarde des documentaires, on a l'impression de voir les mêmes images qui sont insérées. C'est toujours ce moment où Allenby arrive à Jérusalem. C'est des choses qu'on a vues et revues, mais de découvrir ces moments, on voit des scènes de marché, des scènes de la vie quotidienne. En fait, pour moi, c'était vraiment génial. Et donc, une fois que j'ai pris connaissance de toutes ces archives, j'ai écrit une liste d'extraits vidéo que je souhaitais obtenir aux archivistes qui s'occupent de cette collection, et on m'a envoyé une facture de 35 000 livres sterling. Et pour moi, c'était hors de question de payer une somme aussi faramineuse au gouvernement anglais. Donc, disons que la contrainte initiale, justement, qui a un petit peu accéléré le processus de fabrication, c'était la décision de refilmer, donc à partir d'un écran d'ordinateur, en 16 mm, les images que vous avez vues dans le film. Et au départ, je me suis dit que ça allait être une contrainte ou une forme de limitation. Et puis, ça s'est avéré être une vraie bénédiction. Alors, ça a été un sacré sacerdoce, parce qu'en autodidacte, j'ai dû apprendre comme ça à utiliser ces outils. Mais en fait, c'était beaucoup plus intéressant que si on m'avait simplement envoyé des fichiers, que je les avais insérés dans un banc de montage. Donc, ça a été un parcours assez particulier. I would just maybe just add that one of the motivations for making this film also is that I think that I'm a British citizen, and I think that the British have got off scot-free. I mean, not scot-free, but for obvious reasons, because the violence of Israel is so spectacular and so horrifying that the gaze is always directed to Israel. But there is this, this earlier history. The Nakba didn't begin in 1948. It began in 1917. And so part of my motivation for working on this project was to kind of partly scrutinize my own, having worked in this field with Palestinians for 25 years now. I wanted to sort of go back to my own history, my own implication in some sense with this history, and so that was sort of also part of it. And much of my writing and the films I've made before now have also been focused on memory and processes of memory, and I wanted to think about, I think we're all familiar with the idea of ongoing Nakba, which is what we're seeing now in Gaza, what we see. This has been, the Nakba has been going on for 100 years. And so I wanted to think about how one would make a film about ongoing Nakba. What would that look like formally? And think about these sort of cycles, this recursive cycle of displacement and dispossession and loss that happens across generations, and the kind of forms of memory, the forms of remembrance that has created in these communities in which I work with. The people whose voices you hear are all close friends of mine, so people that I've spoken to about these issues for many years. So I wanted to kind of think about formally what that would look like to make a film about these processes of memory, not just about history, but about the processes of memory, what it means to go back and look at these images from your past, these histories that are of your community, but from which you've been estranged, and to go back and see these images and kind of reflect on them together. Et donc, une autre de mes motivations dans ma volonté de faire ce film, c'est qu'en tant que citoyenne anglaise, j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié, en tout cas on ne regarde pas avec la même conviction, disons, le rôle du gouvernement britannique, parce qu'évidemment la violence du gouvernement israélien est particulièrement palpable, mais en fait ça ne commence pas en 1948, c'est dès 1917 en fait que le gouvernement anglais commence à jouer un rôle dans la région. Et donc pour moi c'est mon objet d'étude, depuis 25 ans maintenant, d'aller interroger des Palestiniens. Et donc à travers ce film, je voulais aussi peut-être questionner mon propre rôle en fait dans cette histoire. Tout ce que j'ai pu écrire, tous mes films jusqu'ici se posent la question du souvenir et de sa fabrication. Et avec ce film, c'était pour moi une façon de lancer l'idée d'une Nakba actualisée, puisqu'en fait ça fait 100 ans maintenant qu'on commence à avoir des
des matériaux d'archives. Et donc c'était pour moi un petit peu réfléchir à l'idée de voilà, créer un film qui va venir mettre en lumière ce cycle constant de dépossession qui revient énormément dans les témoignages que je peux avoir. On voit que de génération en génération, on a le même sentiment de perte qui vient se répéter. Et donc voilà, c'est un sujet que je connais bien, que j'ai étudié de manière très intime. Et donc les voix que vous entendez dans le film sont aussi celles de mes amis proches. Et donc ça m'intéressait de faire un cadre dans lequel je vais pouvoir interroger formellement ce que c'est que cette expérience, pas tant d'un point de vue historique, mais plutôt d'essayer de porter un regard rétrospectif et personnel sur cette dépossession qui est en cours. Donc je vais vous parler en français directement. You understand? Hein? Yeah. Okay. Ce qui est, pour moi en tout cas, très émouvant, c'est que ces images qui vont presque disparaître sous nos yeux, alors peut-être c'est à coup de 16 mm sur 16 mm, je ne sais pas quel travail vous avez fait en termes de laboratoire pour bon, j'ai vu certains effets, comme on dit, et ces voix qui sont celles d'aujourd'hui. Et ça donne tout le sens de ce que tu viens de dire à propos de la dépossession, parce qu'elle n'est pas théorique. Il y a des témoins encore vivants, petits-fils, petits-enfants, parce qu'on n'arrête pas de nous parler des petits-enfants de l'autre côté, mais on oublie qu'on a plein de petits-enfants de notre côté aussi, qui ont cette mémoire de la dépossession permanente, de cette magma permanente dont tu parles. Quand est-ce que tu es venu moi je trouve vraiment formidable l'idée de travailler cette matière que tu as découvert en tant que sujet britannique. Je ne savais pas en fait que tu étais britannique. Tu vois, parce que comme elle vit au Canada, moi je croyais que tu étais tout simplement canadienne, mais qu'importe, c'est pas très important. Mais c'est en même temps important pour toi de remettre les pieds dans le plat, quoi. Et quand est-ce que tu es venue cette idée de je vais pas dire interroger, comme tu le dis très justement, cette Nakba qui n'en finit plus, avec des gens d'aujourd'hui, et ce témoignage presque, c'est quelqu'un qui te parle presque dans l'oreille, quoi. Et on les voit jamais. Ça, moi, je trouve ça très intéressant. Quand est-ce que c'était dans le processus? Enfin, je sais pas. Yeah. So I think that. Yeah. So all this material is silent. Obviously, it's silent, and so I wanted to reanimate it through sound, and my thinking was, because I've worked on the Nakba archive, and I've listened to many testimonies, and I've thought about voice a lot, and the power of voice and the power of orality. Many of the people, in fact, I'd say almost the majority of the people that we interviewed, first-generation refugees for this Nakba archive, were illiterate, but they have an extraordinarily vivid and vibrant oral culture, which is, extends not only to narrative but to song, which is obviously a very important part of this film too. Song as a medium of history and experience, and so I wanted to really bring voices. Basically have audiences see these images through voices. Have the voices be the filter, and have the voices of my friends be, in a sense, the critics, the means of kind of sonically deconstructing the archive, this colonial archive, and kind of bringing it back into Palestinian space and kind of enlivening it through people's experiences and memories. And so it was a very obvious thing for me to think about bringing a kind of polyvocal, many voices, but I also felt that it was really important that you don't see them, and that their faces and the spaces, that, because there's also a lot of ambient sound that's recorded for this film that is recorded in camp. So in Ain al-Halwa camp, in Badawi camp, in Jal al-Bahar, which is a
unofficial camp in South Lebanon, in Sur, in Tyre. And I felt it was very important that you have to kind of imagine these spaces, and that the faces of the people are withheld. And I think we're in a moment, I was in a discussion this afternoon where I was talking about this a little bit, but I think we're in a moment where for Palestinians they feel that they have been overseen, and that every aspect of Palestinian agony that we are watching every day is something that they don't have control over. And that's just one component of it, but it's been happening for decades, obviously. We're all familiar with these humanitarian depictions of Palestinian life. And so I wanted to withhold the images of people so that, they retain control in some sense of their image. And I wanted just for audiences to have a sense of these different, not a kind of overarching story, or not a, I think often in Palestinian films about Palestinians, there's also a kind of a particular visual grammar that takes hold, and you often have a character that carries you through a space, or that leads you, and I wanted people to be disoriented, and I wanted it not to be one story, but to be sort of fragments of stories that would speak to a collective condition, which is the condition of partition and separation and displacement and dispossession, so that you have these moments, but that you don't have, a story or a person that you hold on to. So I don't know if that's a question. I'm sorry, it's hard to. I should stop. Alors déjà, il faut savoir que les images que vous avez vues dans le film sont muettes, et donc j'ai choisi de les faire revivre justement par le son. Alors justement, en tant que co-directrice des archives de la Nakba, je suis à chaque fois frappé quand j'écoute les témoignages de voir la force en fait de la parole justement de ces personnes, la force de l'oralité. Souvent d'ailleurs les personnes qu'on a interrogées, qui sont donc les Palestiniens de la première génération en 48, ils n'ont pas écrit beaucoup tant que ça en fait sur leur propre histoire, parce qu'ils étaient illettrés, mais par contre ils ont une vraie culture de l'oralité qui est extrêmement riche et qui est frappante de par son acuité. J'ai aussi remarqué à quel point le chant peut être vecteur de la grande histoire dans cette région, et donc pour moi c'était important que le public, quand il voit ce film, il découvre ces images par la médiation de la voix. En fait, c'est vraiment la voix qui va nous amener à ces images, et ce sont des voix amies qui vont nous permettre de déconstruire les archives coloniales. Donc ça, c'était pour moi un point très important. Et puis aussi, je voulais humaniser justement ces images par le biais du souvenir. En fait, il y a une sorte d'évidence pour moi dans la construction du film d'avoir cette multiplicité de voix. C'était crucial cependant de ne pas les voir, que ces personnes restent hors champ. Il y a un certain nombre de sons ambiants aussi qui peuplent la bande-son du film, qui sont enregistrés dans différents camps, dont le camp de Deni, le camp de Jalen Barra au sud du Liban, pour que le spectateur s'imagine ces espaces plutôt que de les voir, tout comme le spectateur va s'imaginer le visage des habitants de ces endroits. Et puis les Palestiniens aussi, je pense aussi qu'ils ont la sensation d'avoir été trop médiatisés ces derniers temps, mais paradoxalement, ils n'avaient aucun contrôle sur le récit qui était fait de leur agonie. Souvent, ce sont des récits qui sont faits par le prisme humanitaire. Et donc, justement, pour moi, mettre en retrait leur représentation, c'était leur redonner un peu de ce contrôle sur leur propre image. Parce que assez souvent, voilà, quand on fait des films sur la Palestine, c'est toujours le même langage visuel qu'on va retrouver. Ça va être par le biais d'un protagoniste qui va comme ça nous faire ressentir son déboussolement. Alors que ici, c'était justement ce que je voulais, c'était travailler cette esthétique du fragment qui est pour moi propre à la partition même, en fait, le déplacement, plutôt que d'avoir un protagoniste clair qui serait comme ça un peu le ciment d'une histoire. Une simple question, le titre. Le titre. Oui, le titre. Okay. On connaît l'historique. Mais Oui. Yeah. So, so the title Partition is both about the history, the UN 1947 partition plan, obviously, but it's also about the partition of image and sound, the partition of the sensible, about partition as a kind of frame for understanding Palestinian life today.
understanding the kind of psychic partition that Palestinians experience as a kind of existential condition, and the partition of families, of land, of lives, of really every aspect of Palestinian existence. So it's both a historic event, a formal decision in terms of the structure of the film, and an existential condition. Oui, alors c'est vrai que de manière directe, le film fait référence donc à cette décision historique des Nations Unies en 47, mais pour moi c'est aussi la séparation entre l'image et le son, la façon aussi dont le cadre de vie des Palestiniens a été complètement divisé, la partition même au niveau psychique des habitants de la Palestine, la façon dont les familles, les terres, leur vie ont été divisées. En fait, je pense que ça concerne le moindre aspect de leur existence. Donc pour moi, c'était ce titre-là qui faisait référence à cette dimension existentielle. Il n'y a pas longtemps, un ami palestinien, il m'a dit, à propos de la partition, de la fameuse partition de 47, dont on n'a jamais demandé leur avis aux Palestiniens, mais bon, et il m'a dit, on n'en finit plus, Soumine, on n'en finit plus d'être, je sais pas quel est le verbe de partition, il y a un verbe pour partition et pas un verbe, d'être disloqué, je dirais plutôt. On n'en finit plus, et lui, sa propre famille est en majeure partie hors de la Palestine, ici et là. Je ne parle pas seulement en Liban ou Syrie, parfois ailleurs, parfois en Angleterre et ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, parce qu'on comprend très vite qu'elle ne vit plus là-bas. Mais là-bas est toujours extrêmement présent. Donc voilà, j'échange, c'est tout. Je n'ai pas plus, je n'ai pas une question à te poser là. C'est le comment, à quel point la diaspora porte d'une manière très puissante. Par exemple, beaucoup de gens connaissent Edouard Saïd. Edouard Saïd, il a à peine vécu, mais sa famille a été arrachée et il n'a eu de cesse de le porter, quoi, de la porter, la Palestine. Yeah, I mean, yes, I agree, and I mean, so the voice of Soumeya she's in Belgium, but yeah, I mean, it's like the Big Bang, you know, it's like you feel the pieces continue to, you know, float out, and I can't remember, I always forget the statistic, but I mean, way more Palestinians obviously live outside of Palestine than in, I think it's something like... they're half, in fact. Is it half? Yeah, okay. You know, as much as we can make real statistic about it. Yeah, anyway, it's a huge number, but yeah. Bien sûr, alors c'est vrai que par exemple la voix de Soumeya qu'on entend dans le film, elle vit en Belgique maintenant, mais pour moi c'est un peu le même effet que le Big Bang. En fait, on a des morceaux comme ça qui vont flotter et se détacher pendant très longtemps. Alors j'ai pas de chiffres exacts en tête, mais il me semble qu'il y a plus de Palestiniens qui vivent en dehors de la Palestine que dedans. Alors ce serait peut-être moitié-moitié. C'est dur évidemment d'avoir des chiffres officiels à ce titre. Je vais me permettre juste de parler du traitement de l'image, que j'ai beaucoup aimé. Tu as pris le risque de les rendre abstraites. Et bon, moi, personnellement, je trouve ça très puissant parce qu'il y a la confiance en la mémoire, non seulement du spectateur, mais la mémoire tout court, quoi, mémoire collective. Et juste d'où est venue cette idée, je trouve culottée et très belle, quoi. So the first motivation was obviously the fact that I didn't have £35,000, but then it was very interesting, the effect of filming low resolution images, because it produces, it's like paint or something. It takes on this quality that is I also find very beautiful and hard to see. I mean, in the sense that the images, as you say, become kind of abstract, and I feel that's another word. Almost abstract. Almost abstract. That is yeah. interesting. Yeah. The almost. Yeah. And so you have a sense of it. I don't know, in terms of thinking about the way in which the voice brings out the image and the voice makes it visible. I feel that it has it sort of lends itself more to kind of amplifying that aspect of the sound being the means by which we see, and I think there's something also in terms of thinking about
deconstructing archival authority, it happens as well through this kind of blurring of the image, that we think of, archives as kind of, memories trapped in amber, this perfect, objective, and yet they're obviously total, they're fabrications, they're constructions, and there's something also about, I think, manipulating the image to kind of amplify that aspect too, the sense of the difficulty of knowing what we're seeing. Oui, alors c'est vrai que le premier objectif, c'était avant tout de ne pas dépenser 35 000 livres sterling, mais au-delà de ça, j'étais particulièrement intéressé par l'effet de filmer ces images en basse résolution, parce que au bout d'un moment, c'est presque comme filmer de la peinture. En fait, il y a une certaine beauté dans le fait d'avoir du mal à déchiffrer ce qu'on est en train de voir. C'est presque de l'abstraction, et puis je tenais à ce que les voix fassent surgir ces images. En fait, ce sont les voix qui nous les font voir, et ça renforce encore une fois la présence du son. C'était aussi une manière de déconstruire l'autorité inhérente aux archives, en floutant ces images. On a un peu l'idée d'archives comme ça, de la grande mémoire mise sous verre avec son objectivité parfaite, et pour moi c'était important de manipuler la texture même de l'image pour venir montrer les limites de ces archives. Il y a des questions. Thank you. I want to push further into what you guys were just saying. For me at least, I found that there was an extreme tension between the sound and the image. You kind of get lost into the image in this world of history and kind of abstraction and fantasy, and then the sound pulls you out and to something that's extremely tangible, even with the background noise and everything like that. And then you're in the sound, and then you get pulled back into the image, and it's almost like Brechtian. I mean, they take you out of each other, and it's precisely in that back and forth movement from attention to sound and attention to image that I think a lot of the work, happens. And it's funny that when they relate, it's at precisely the strange, like when there's an echo at a certain point, or when she's kind of making fun of the picture. It's at these weird moments when there's this harmony. And then, of course, at the end, there's a tremendous harmony when it becomes abstract with the muezzin and the sound of and then the image gets really abstract after that discourse in black. So, I was just wondering to what extent is there a thought of kind of having an anti-montage in a way? I mean, really being pulled out and then through that kind of thinking about image and sound in a totally different way than normally where you try to make them seamless. Yeah, no, that's very much, I mean, I was speaking about this a little bit this afternoon, but I'm very interested in asynchronicity and the way in which you see things when there is a gap between the image and the sound. And so this is not asynchronous in the sense that the sound is, completely non-diegetic, but I was precisely interested in those moments where you feel the sound is almost, where people are speaking to the image directly, or where the sound is somehow, related to it in some way, like in the wedding scenes, or where there's a kind of sort of synchrony in some sense, and then pulling you out. So, and playing with that gap where you feel there are moments where there is this harmony, and then moments where it's, radically you're kind of pulled out of that, and I think that's also about this, coming back to the idea of the archive and the authority of the archive. I think we have a kind of, when we see archival material, there's a kind of contract. We believe in the kind of numinous, the authority of the archival image. Even when we're trained to kind of critique it, we still kind of become invested in the truth of these images. And so always pushing against that and kind of pulling you out of those moments where you're in that trance, in that kind of archival trance, and then kind of pulling you out is a big part of how I thought about the sort of dialectical sound montage. Thank you for that comment.
Oui, alors la question, c'était pour aller encore plus loin que ce qui était en train d'être dit, aller dans cette brèche, puisque on a l'impression qu'il y a une tension très forte en fait entre l'image et le son de votre film. Parfois, on a l'impression que les images nous poussent vers une forme d'abstraction, là où le son revient au contraire vers une forme beaucoup plus concrète. Il y a une dialectique presque brechtienne en fait, dans la façon dont parfois on va faire attention au son, parfois on est amené à faire attention à l'image. Il y a un jeu de miroir, notamment quand le commentaire s'amuse des images que nous sommes en train de voir. Parfois, on a l'impression au contraire qu'il y a une très grande harmonie entre les deux. Et puis, il y a un moment à la fin où c'est assez saisissant. Le son et l'image vont vers une forme d'abstraction. On a ce chant du muezzin. C'est presque comme s'il y avait une forme d'anti-montage. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que d'aller vers un montage invisible? Alors la réponse c'était que ça a été un des sujets qui a été évoqué dans le festival Parler cet après-midi, cette dimension asynchrone du film. Alors dans l'écart qui peut exister entre le son et l'image du film, je ne parle pas de son asynchrone dans le sens où je sais évidemment que le son est extradiégétique et a été enregistré bien après les images, mais ce qui m'intéresse, c'est quand les passages justement où le son va s'adresser aux images, et puis des moments où on a un lien qui est très évident, les plans de mariage par exemple, on a l'impression qu'il y a une forme de correspondance parfaite entre les deux, et puis on va s'éloigner, donc il y a des moments d'harmonie, et puis tout à coup il y a une distance très radicale qui vient la briser. C'était encore une fois une manière de réfléchir à l'autorité des archives. D'habitude, quand on regarde des archives, quand on les étudie, il y a une forme de pacte implicite qui est là. Même quand on est venu pour critiquer les images qu'on voit, on ne réfléchit pas forcément à la dimension de vérité. Et pour moi, ça venait remettre en question ça. C'est-à-dire que par moment, on est presque dans une transe des archives, et puis tout d'un coup, on s'en extirpe. Bonsoir, merci. En fait, j'ai deux petites questions. La première, le fait de vouloir éviter de payer autant d'argent et de filmer, est-ce que ça, du coup, ça vous sauve le fait de ne pas avoir des droits à payer? Comment ça se fait? Et du coup, cette question est liée aussi à la question de la forme, donc qu'on voit très très bien au niveau de la texture, effectivement, de l'image. Mais est-ce que aussi vous l'avez réfléchi au niveau du cadre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez voulu changer aussi le cadre de l'image? Yes. So, if I think I've understood that correctly, whether I'm safe from the copyright law, I don't know. I mean, I don't know. I hope so. Although if the Imperial War Museum comes after me, of course it's going to be the best publicity for this film. So perhaps I should embrace it. But I also think that they are not going to. Then they're not invested. I'm a small niche person. It's not going to be broadcast on television. So I think it's like unlikely that will happen. But I did do research about it just to sort of have a sense of what the liabilities, and because and this actually connects to your second question, because the image is transformed a lot, both in terms of the framing and the recontextualization through sound. It could technically fall under parody law in the UK or fair use law, because the meaning of the image has been, changed enough that it's considered sort of something new. So that's kind of what I'm banking on. Should they come after me? But the other thing is these collections are, the Imperial War Museum is all these institutions are claiming to decolonize their collections. They're all, rhetorically saying that they're doing this, and so. This is a decolonial project, so I'm, also, I think it's a real problem that these institutions hold these materials that are histories of, these histories of Palestinians who don't have access to it. Their histories are being held in these imperial collections, and who are they being preserved for? I mean, they claim that they need this money because they're preserving the materials. Well, who are they preserving them for? They should be preserving them for Palestinians. So, in a sense, by reshooting this material and bringing it back into circulation, I mean, the material will be available for anyone who wants to use it. My hope is that it becomes a way of
making it available to Palestinian artists who may want to use it as well. But yeah, I did a lot of manipulation with the image as well. So it's a big part of it was trying to find faces, Palestinian faces, in these scenes of which are documenting scenes that are meant to be erasing Palestinians, where they're not the subject. So it's the British soldiers in Hebron, or these different scenes, and so going in and finding faces and kind of really focusing on Palestinian presence. So that did involve a lot of reframing and different kinds of intervention. Oui, alors c'est vrai que pour ce qui est des droits, formellement, je ne sais pas. J'espère pouvoir m'en tirer, mais cela dit, j'imagine que si le Musée impérial de la guerre décide de faire un procès au film, ce serait un coup de projecteur assez formidable en même temps pour le film. Mais je pense que le projet est probablement trop petit et qu'on est passé sous leur radar. Cela dit, je me suis un peu penché sur la question. J'ai l'impression, alors c'est lié à votre deuxième question, j'ai l'impression que vu le travail de transformation des images, de recadrage que j'ai pu faire, en fait, je vais pouvoir m'en tirer parce qu'on a le droit de parodier ces images, on a aussi un droit d'usage artistique, donc en un sens je pense que ça pourrait marcher, mais ça pose la question plus large de la décolonisation de ces collections, parce qu'en fait toutes ces institutions disent que c'est leur objectif, et j'ai l'impression que c'est un petit peu une formule rhétorique, là où ce projet-ci il est vraiment dans une visée décoloniale. Et donc le problème fondamental de tout ce travail institutionnel, c'est que donc elles ont archivé l'histoire des Palestiniens, mais qui se retrouvent aujourd'hui privés de leurs propres archives, en fait. Et donc cette facture qu'on m'a adressée, c'était au nom de la conservation, de tous les frais que ça implique. Mais au fond, pour qui est-ce qu'on fait ce travail ça rend les images invisibles, là où moi, justement, par ce geste, je veux les rendre visibles à nouveau. Je veux les remettre en circulation pour que peut-être que des artistes palestiniens puissent s'en emparer à leur tour. Et donc, dans ma façon de travailler ces images, d'aller chercher des visages, j'ai voulu rendre visible ce peuple même qui avait été invisibilisé dans ces images-là. C'est-à-dire qu'on a des plans qui montrent avant tout des soldats anglais, et moi, avec ma caméra, je vais chercher des visages pour aller traquer les présences palestiniennes, là où on cherchait à les effacer. Moi, je voulais intervenir sur le choix des actualités que vous avez fait. J'imagine que vous n'avez pas tout utilisé dans le film. Et sur la nature de la démarche, en fait, c'est-à-dire que intervenir sur les archives, c'est un peu aussi les contester quelque part. Donc il y a évidemment un geste politique fort derrière, évidemment, mais est-ce que le fait de ne pas questionner le contenu des archives en tant que tel, parce que ces archives, dans tous les cas, dans ce qu'elles nous montrent, dans ce qu'elles peuvent nous montrer, parce que vous intervenez dessus assez rapidement, semblent être des archives, disons, qui montrent beaucoup plus des scènes de la vie quotidienne, quoi, et puis avec quelques plans de soldats comme ça. Donc il n'y a pas dans votre démarche quelque chose qui interroge le regard colonial, même si, évidemment, il est contesté par l'intervention que vous faites sur l'archive. Donc, It feels like you challenge the colonial aspect of those archives way more by the comment and the way you frame them than the choice of the material itself. Because the scenes that we're seeing, the markets and all that, it's not so much about the presence of the Brits, but it's more about like the way you work on the texture. But you didn't think that the political, let's say the way you challenge them on a political level is more about
your work on the image themselves and the curation of the archive. Yeah, I think it's a fair comment. I mean, the opening sequence, you know, I have more stereotypical kind of colonial vision, I guess. You have the aerial images, you have the mapping, you have the surveillance, you have the troops coming in, you have a sense of this kind of, you know, menacing colonial presence that's kind of taking over. And I wanted to contain it. I wanted to, just because, like I said at the beginning, the images were so powerful. I feel like we've seen a lot of those images. We've seen a lot of images of, you know, even if in a kind of, you know, token way, you see these images that come back, you know, with not only Allenby, but then these sort of more familiar images of the colonial encounter. And what was so striking to me about these materials that I found in the Imperial War Museum was that there were these moments where you see Palestinians in, you know, in these kind of quotidian settings which I hadn't seen before. And so it was the thing that really ignited my imagination when I saw it. And also it was the thing that I knew that my friends would be most drawn to and be most interested in seeing. You know, I think that because it was really about the critique of colonialism is there. It's in the voices. It's, you know, and I wanted to really bring these other images that we don't see back into circulation and into sight. And so I guess that was, you know, and there's also just so much of like looking at these colonial images that, you know, they're kind of hideous, and so I wanted to contain it at the beginning and have it be a kind of frightening frame, and then to kind of retreat into or enter into a Palestinian space. Oui, alors c'est vrai qu'au début du film, dans la scène d'ouverture, on a pour le coup des images vraiment typiques de la vision coloniale. On a ces plans aériens, des plans qui viennent cartographier l'espace, qui viennent aussi montrer la surveillance qui est faite des populations. Et donc on sent cette présence coloniale très, très menaçante, très envahissante qui est en train d'arriver. Mais en même temps, je ne voulais pas trop en faire, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Je parlais tout à l'heure de ces plans qu'on voit toujours d'Allenby, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'autres images comme ça qu'on a l'habitude de voir sur la présence des colons. Et je trouve que justement, la force des archives que j'ai pu découvrir, c'était la trivialité de ces images qui m'étaient parfaitement inédites. Et ce sont ces images-ci, les images de marché, ces scènes de la vie courante qui ont mis en branle mon imagination, et c'est ce projet-là qui a parlé à mes amis. Et donc je pense que la remise en cause du colonialisme, elle vient beaucoup plus par le commentaire sonore, par la parole. Mais je voulais mettre en lumière justement ces images quotidiennes qui ont été un peu invisibilisées. Et puis au début du film, ce qui me frappe aussi dans ces images-là, c'est qu'elles sont très laides en fait. Et donc pour moi, je voulais vraiment restreindre cette utilisation de ces images très officielles au début du film pour qu'il y ait un côté un peu terrifiant, et puis progressivement qu'on prenne du recul, ou plutôt qu'on aille vraiment vers la vraie vie des Palestiniens. Bonsoir, bravo pour votre film, c'était superbe. J'ai une question concernant la forme, et plus particulièrement la manipulation des images que vous avez faites à la fin du film. Donc on voit vraiment vers la toute fin une sorte de compression des images qui vient en fait quelque part réduire l'information que ces images portent, et qui, à mon sens, presque signifie une sorte d'effacement progressif de cette mémoire-là. Et paradoxalement, en termes de son, il y a cette espèce d'accumulation de muésine, et il y a presque une espèce de montage psychédélique de sons qui crée une sorte d'épiphanie. Voilà, j'aimerais du coup juste savoir ce qui a motivé ces choix-là. Voilà, je trouve ça très beau en tout cas. Merci. Thank you. Yes, so the images at the end are, I want to say, maybe say at the beginning that, so I was editing this film
very intensively. I've been working on this film since 2019, but I was editing very intensively this last year while Gaza was happening, and so the coda for me is about Gaza. It's how I think of it, and I mean the whole film is about Gaza too. But the images that I included in the coda many of them were glitches. So there were moments when we were reshooting where one frame, sometimes it was just one frame or two frames, where you have these amazing kind of glitches where it almost felt to me as if the image couldn't contain the experience. I mean, there's a technical explanation for it, which is that the films were originally shot in 23 frames per second, so they were shot on 60 millimeter film at 23 frames per second. And when we brought these files into the timeline, there was some kind of corruption that in a 24 frame per minute second that was the sort of the default. These strange apparitions, these ghosts, these peculiar transformations occurred, and so I went through and found every one of them that in the material that we'd reshot, and then I reshot them again. So, but with extending the image, so for 20 seconds or whatever each, and I felt that these images of kind of collapse. I mean, you were saying of the kind of collapse of memory, but also I don't know, the collapse of. They were so resonant to me of images that I was seeing from Gaza as well, like these sort of landscapes that were transforming, and so I wanted it to be. I wanted there to be the coda to be somehow different. I mean, to be set apart from the rest of the film, where you're both again thinking about this idea of the recursive quality of Palestinian life, of destruction, of loss, of rebuilding, of losing, of rebuilding, and so I took moments from in the sound and the images that come back again in the coda, but in some cases transformed through these sort of technical things that arose, but also as a kind of reminder of this recursive kind of quality also. And the sound was just an amazing. It's actually one track, which is it was recorded in Miami, which is just outside of Ain al-Halwa camp, and it's slightly above it. And so it was the Adhan, the morning prayer, and there were 5. What it sounds like it's a track with many layers, but it's actually just one track because it's 5 mosques. And when I heard it, I was just like, this is amazing. This has to be the sound for the end, because it, again, thinking about Gaza, listening to people, listening to these, extraordinary interviews of people living under siege and genocide, and the sense of the complete collapse of the secular system, and of what we believe will help people in these situations, and this the way in which people, the extraordinary faith that people had, and people just saying it's okay, like I put my faith in God. And so there was some aspect I wanted that somehow to be part of the ending, and I also wanted it to be a kind of summons, for the viewer, a kind of call also to the viewer to kind of think about what they can do, somehow an address to the viewer in that form. So. Oui, alors c'est vrai que dans les plans de fin dont vous parlez, c'est des plans qui ont été mûrement réfléchis, puisque je travaille sur ce film depuis 2019, mais je me suis vraiment mis au montage en fait l'année dernière, et donc j'avais évidemment la situation à Gaza en tête, et donc ce coda qui est assez séparé du reste du film.
je pensais beaucoup aux images que j'avais pu avoir de Gaza. Alors en fait, il faut savoir que quand on filmait, il y avait un certain nombre de plans qui avaient des défauts techniques, qui avaient comme ça une ou deux images qui étaient pixelisées, comme si l'image ne pouvait pas représenter toute l'expérience qui était contenue, mais aussi pour une raison technique toute bête, c'est que on avait des pellicules 16 mm qui tournaient en 23 images secondes, et on était en train de filmer, donc quand on a numérisé ces fichiers, qu'on les a mis dans le banc de montage qui était en 24 images secondes, du coup il y avait une image à chaque fois qui nous faisait défaut. Donc je suis allé les chercher une par une, et j'ai voulu les étirer sur la fin du film pour que ces images durent 20 secondes. C'était un petit peu une manière de montrer par l'image la chute de la mémoire, la façon dont elle fait défaut. Et il y avait encore une fois pour moi un écho à la situation à Gaza qui était très forte, l'impact qu'on peut avoir, qu'a pu avoir la guerre sur les paysages. Et donc pour moi c'était une manière de rappeler la dimension répétitive du cycle de perte et de reconstruction dans laquelle se trouvent les Palestiniens. Et le son à ce moment-là revient de manière transformée. C'est une manière, encore une fois, de renforcer l'aspect récurrent du film. Et puis le son, ce qu'il a d'assez frappant, c'est qu'en fait c'est une seule piste. C'était la prière du matin à l'extérieur d'un camp. Et en fait on a l'impression comme ça d'avoir une superposition très sophistiquée de différents moments musicaux, mais en fait ce sont simplement c'est une seule piste avec 5 mosquées, 5 muezzins de 5 mosquées différentes. Et donc voilà, pour moi c'était une manière aussi de faire écho à cette chose qui m'a vraiment frappé dans les entretiens extraordinaires que j'ai pu entendre de Gazaoui, qui raconte qu'en fait au moment où il se retrouve complètement assiégé, on assiste à une chute absolue du système séculaire, et c'est à ce moment-là que la foi en Dieu devient vraiment primordiale. Et donc pour moi c'était une manière aussi d'implorer le spectateur et de l'amener à réfléchir à son rôle face à la situation actuelle. Ok, merci infiniment Diana, et aussi merci Ghassan. Merci Émile pour la traduction.